Alors, je vais apporter un autre témoignage, celui de ce qu'on appelle une aspi, qui s'appelle Marie Berthénat, qui vient de rédiger un récit de fiction, mais à partir de son propre parcours. Et voilà, son récit s'appelle « Dans la peau d'une aspi » et le sous-titre, c'est « L'envol d'un cygne bleu ». Voilà, donc j'ai écrit une postface là à ce récit que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Et effectivement, ce signe qui la représente, un signe bleu, la couleur de l'autisme, effectivement, a du mal à prendre son envol. Elle a été diagnostiquée assez tardivement, et c'est le cas d'un certain nombre de femmes autistes. Et je vais y revenir un petit peu, parce qu'effectivement, l'autisme est beaucoup moins visible chez les femmes que chez les hommes. Donc, en général, elles sont diagnostiquées assez tardivement. Voilà, et bien souvent, elles passent d'ailleurs par d'autres diagnostics avant d'obtenir le bon. Voilà, donc ce handicap, effectivement, est plus invisible chez les filles que chez les garçons. Et comme, effectivement, là, vous avez interviewé plutôt des filles que des garçons, enfin, voilà, c'est quand même intéressant de le dire. Alors, ce que dit justement Marie Berthénat dans son récit, c'est que les filles ont globalement une tendance à être plus discrètes, que ce soit parce qu'elles intériorisent les émotions, qu'elles adoptent une stratégie de caméléon en copiant leur père, ou parce qu'elles envahissent moins leur entourage, évoquant leurs intérêts spécifiques. Bon, en fait, les filles, mais c'est déjà le cas des filles neurotypiques, elles se coulent beaucoup plus facilement dans le moule que les garçons. Et donc, effectivement, pour ce qui est de l'autisme, voilà, elles vont être attentives à passer un petit peu inaperçues, à cacher un petit peu leur handicap, à compenser aussi. Et effectivement, plus le niveau d'intelligence est important, et c'est quand même le cas de Marie qui a non seulement Asperger, mais qui a un haut potentiel, eh bien ce haut potentiel peut d'ailleurs apporter aussi quelques difficultés, mais va l'inciter justement à masquer un petit peu son handicap qui va être repéré assez tardivement. Donc en fait, elle va beaucoup compenser. Alors, je cite là effectivement Laurent Motron qui s'est intéressé, qui s'intéresse d'ailleurs en ce moment au cas des femmes autistes, et il note un certain nombre de caractéristiques de ces femmes autistes. Par exemple, par rapport aux hommes, elles ont plus de motivation sociale, elles ont moins d'hyperactivité, moins d'impulsivité, donc du coup moins de problèmes de comportement. Elles peuvent en avoir à certains moments, bien évidemment, mais un peu moins que les garçons. Par contre, plus d'anxiété, plus de dépression et parfois des troubles alimentaires. Et pour ce qui est des comportements répétitifs, des intérêts restreints, eh bien, effectivement, ces intérêts, elles les ont aussi, mais ça passe un peu plus inaperçu, quoi. Elles le font moins savoir, elles en parlent moins à leur entourage. Et par rapport à ce que Laurent Motron appelle effectivement le phénotype féminin donc, de l'autisme, il donne 3 caractéristiques. Le premier, c'est le camouflage. Donc effectivement, comme dit Marie Berthénat, elles vont jouer les caméléons et elles vont essayer de passer inaperçues. Elles vont donc camoufler leur autisme. La passivité, alors ça peut effectivement les mettre en difficulté dans certaines situations sociales, parce qu'effectivement, elles vont pas se méfier, beaucoup moins se méfier encore que les garçons des autres, et il peut y avoir des abus sexuels par exemple, etc. Donc c'est un des problèmes qui caractérise les filles. Et puis un certain décalage par rapport aux stéréotypes du genre, c'est-à-dire qu'effectivement il semble qu'il y ait une espèce d'incertitude, que leur relation aussi bien amicale qu'amoureuse soit un petit peu compliquée, et que du point de vue de l'amitié, elles aient une tendance à aller plutôt vers les hommes que vers les femmes. Voilà, ce qui est... Alors voilà, naturellement on parle en général, parce qu'après d'une personne à l'autre, bien évidemment, il va y avoir des différences. Alors je reviens à Marie. Donc elle a obtenu son baccalauréat, et ensuite il a fallu qu'elle fasse un choix d'études supérieures, et elle a choisi l'anglais parce que
Ça l'intéressait, mais enfin, bon, on comprend dans l'après-coup que c'était peut-être pas un intérêt majeur. Enfin, elle s'intéressait donc aux langues étrangères, et donc elle choisit des études d'anglais. Elle se rend à l'université, elle découvre l'université toute seule, parce que là, elle n'est pas du tout accompagnée. Et puis, voilà, les cours démarrent. Elle choisit le russe en option. Et puis, elle explique très bien dans son récit que dès les premiers jours, ben, ça va pas tellement, non pas tellement par rapport aux autres, par rapport à l'entourage, mais c'est que ces cours l'ennuient profondément. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes autistes, quand elles ne sont pas vraiment dans une activité qui les intéresse et qui les intéresse suffisamment, hein, il n'y a pas que les problèmes sociaux qui peuvent être importants. Si l'intérêt n'est pas assez puissant, eh bien effectivement, voilà, elles vont avoir tendance un petit peu à désinvestir. Donc elle dit je m'ennuie dès les premiers jours, en cours d'anglais, une certaine lassitude m'envahit rapidement. Et là, effectivement, elle découvre un petit peu par hasard la danse, l'activité danse, parce qu'il y a des activités qui sont proposées sans doute sur le lieu où elle se trouve. Et là, voilà, c'est une espèce de révélation, c'est quelque chose qui la passionne très très vite. Et voilà, quand ces personnes sont intéressées vraiment par quelque chose, elles vont avoir tendance à s'y consacrer pleinement. Et donc, effectivement, c'est ce qui va se passer. Comme elle a un petit peu désinvesti les cours d'anglais, eh bien, elle essaie de trouver une solution. Et la solution qu'elle trouve, c'est étudier à distance. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de ces étudiants qui choisissent justement ce mode de suivi des cours, hein, étudier à distance, parce que là, justement, on est seul, on regarde quand on veut. En plus, on n'est pas perturbé par les autres, etc. Et puis là, elle le fait aussi parce que ça va lui permettre finalement de dégager un temps maximum pour ce qui devient son intérêt principal. Et alors, elle nous raconte à un moment donné un petit épisode. Donc, elle est toujours bien sûr dans sa chambre d'étudiante, même si elle suit les cours à distance. Et puis, elle est invitée naturellement, comme beaucoup, à une soirée donc dans la CTU. Et là, j'ai bien aimé sa façon de raconter cette soirée. Donc, une étudiante vient frapper à sa porte et elle dit, je lis là, c'est une citation, « Je me sens en manque d'arguments face à son insistance. » Hein, ils ne savent pas très bien résister là aux demandes. Je la suis à contre-cœur jusqu'à sa chambre. Plusieurs jeunes y sont affalés sur son lit ou assis sur des coussins au sol, un verre ou une canette à la main, pris dans des joutes verbales qui semblent les intéresser. La musique est forte. Je me demande comment ils font pour s'entendre parler. Et cette scène chaotique me tétanise. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne les connais pas et je me sens mal à l'aise. Je me ressaisis rapidement, je m'excuse de devoir partir, je suis désolée, j'ai une journée chargée, demain je dois me coucher tôt. Hein, finalement, voilà, cette situation lui apparaît vite assez insupportable. D'abord parce qu'effectivement, les relations sociales avec des neurotypiques, c'est un peu compliqué. Et puis, voilà, il y a le bruit aussi, hein, il y a les aspects sensoriels de cet univers-là d'étudiants qui, effectivement, se laissent aller, écoutent de la musique, etc. Et ça ne lui convient vraiment pas. Donc, elle décide quand même, elle trouve un prétexte et elle s'en va. Et elle, là aussi, je la cite, donc elle retourne dans sa chambre et elle dit « Quand je referme la porte de ma chambre, soulagée, la vue du livre entrouvert sur mon lit me redonne le sourire. La trêve est de courte durée. Dans le couloir de la CTU ce soir, il y a bien trop de bruit pour que je puisse me concentrer. » Alors, brouhaha, éclat de rire, cris, portes qui claquent, pseudo-musique avec des basses fortes qui me font vibrer désagréablement la cage thoracique. Pardon. Même avec les boules qui est dans les oreilles, je n'arrive pas à faire abstraction de ce vacarme et cette ambiance d'autant plus agitée me motive encore moins à aller les rejoindre. Hein, et là, on comprend que les difficultés qu'elle ressent, c'est à la fois, bien sûr, c'est les relations sociales, mais c'est pas seulement, hein, c'est aussi les aspects sensoriels, hein, le bruit, le mouvement. Bon, pour elle, c'est du désordre et c'est quelque chose qui ne lui convient pas du tout. Hein. Donc, effectivement, déjà, le cours d'anglais ne lui plaît pas énormément, ne l'intéresse pas plus que ça. Mais en plus, effectivement, si les étudiants, eh bien, surtout sur leur temps libre, ça équivaut à cette ambiance, ça ne lui convient pas du tout.
Donc voilà, elle va passer son année comme ça, à effectivement faire surtout, suivre surtout les cours de danse. Mais en même temps, elle suit quand même les cours à distance, mais là, effectivement, elle va se débrouiller à sa façon, en utilisant, alors ça, il faut le dire aussi, parce que bien sûr, avoir un syndrome d'Asperger, c'est avoir des difficultés. Bon, on les a évoquées à plusieurs reprises, mais il y a aussi des points forts, hein, notamment, là, on va le voir, là, une mémoire extrêmement importante, hein, c'est ça qui va lui permettre, malgré la situation dans laquelle elle se trouve, parce que finalement, voilà, elle reçoit les cours, elle les regarde à peine, hein, elle est vraiment focalisée sur son intérêt principal, et voilà comment elle se débrouille. Donc je me suis à chaque fois coupée du monde pendant 7 à 15 jours, m'isolant totalement, me mettant en état d'hyperconcentration, ce qui m'a permis de pouvoir scanner dans ma tête les livrets d'études que j'avais reçus. Et là, elle utilise ses capacités de mémoire, hein, pour intégrer tous les cours auxquels elle n'a pas assisté, qu'elle a reçus mais qu'elle n'a probablement pas vraiment lus. Et ensuite, à l'examen, j'avais juste à retrouver dans mon cerveau les éléments nécessaires pour répondre aux questions, en recopiant parfois au mot près ce qui était noté dans les cours. Je n'appelle pas ça un travail intelligent ou méritant, hein, elle est assez lucide, contrairement à celui des autres étudiants qui avaient passé l'année à tenter de bien comprendre l'enseignement prodigué. Mais vu que je n'étais pas plus intéressée que ça par les différentes matières de la formation, ce processus m'avait semblé être le plus approprié pour pouvoir mettre en parallèle et pour me consacrer à ma passion. Donc voilà, elle arrive quand même à s'en sortir, hein, parce que c'est vrai que je ne suis pas certaine qu'une étudiante lambda qui aurait adopté cette stratégie aurait réussi son examen. Mais elle, voilà, elle a utilisé là ses points forts, hein, et ses capacités de mémorisation pour pouvoir passer ses examens et les réussir.